Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission pour les sports de force et la performance. Je suis accompagné de Trésor pour cet épisode numéro 10 où... excuse-moi, salut le public. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On fait un épisode, encore une fois, ça fait un peu suite à ce qu'on fait en ce moment, savoir passer en revue plein de sujets différents autour des idées reçues. Et là, on aborde ça sous la forme, sous le prisme des peurs, en fait, que peuvent avoir certaines personnes, certains pratiquants, qui soient débutants ou non. Donc, certaines peurs par rapport peut-être aux blessures, par rapport aux effets de certains compléments alimentaires. Donc, on va voir tout ça ensemble brièvement. On va essayer d'être efficace parce que le rythme des 30 minutes plaît pas mal. On sait que c'est plus pratique sur la route d'écouter un petit épisode de 30 minutes. Et bon, là, on a quand même pas mal de choses à voir ensemble. On va enfin parler de la créatine qui rend chauve et des doigts qu'il faut surtout pas craquer sinon on a de l'arthrose. Donc je te propose, Trésor, de commencer. Ok. Du coup, c'est vrai que cette idée reçue, j'ai essayé de remonter un petit peu à la source. Je vous avoue que je serais vachement intéressé si quelqu'un trouve un petit peu la cause de cette propagation de cette idée. Donc là, tu vas parler de l'arthrose ou de la créatine ? D'abord de l'arthrose. Ok. Si ça vous convient tous. Du coup, peut-être pour essayer de recontextualiser un petit peu les choses. Déjà, l'arthrose, c'est une forme en gros d'arthrite. Et du coup, l'arthrite, finalement, c'est une inflammation parce qu'au final, au sein de la jonction ostéo-articulaire, vous avez justement cette membrane qu'on appelle la membrane synoviale, et du coup à l'intérieur vous avez un liquide. Et donc l'arthrite, en gros, c'est une augmentation importante et chronique du liquide synovial, ce qui va créer justement une augmentation au niveau de la capsule et un gonflement entre guillemets au niveau de la capsule, et du coup en fait une atteinte au niveau articulaire et une inflammation chronique. Du coup l'arthrose, c'est une forme d'arthrite. Du coup c'est tout simplement une dégradation progressive et chronique du tissu cartilagineux. Et donc généralement c'est vrai que c'était quand même assez véhiculé que craquer ses doigts provoquait ce phénomène. Alors qu'en fait on s'est rendu compte que tout simplement il y avait d'ailleurs on pourra mettre peut-être en référence, là je vois que tu as des petites références, mais il y a un ostéo qui en avait parlé, j'avais beaucoup aimé ses explications. Du coup en fait il expliquait tout simplement que c'était un phénomène surtout au niveau justement du liquide synovial. En fait ce qui se passait c'est que lorsqu'on allait craquer ses doigts, en fait on va créer un espace et du coup une pression négative, et en fait la pression négative elle va être au niveau justement des bulles de gaz, et comme en fait la pression du liquide elle est beaucoup plus importante, en fait elle va créer cet éclatement des gaz, et en fait c'est ce qui crée ce bruit. Et généralement en fait on se rend compte que c'est même un facteur un petit peu de bonne santé entre guillemets, puisque ça démontre un petit peu que l'articulation est entre guillemets bien lubrifiée, et qu'il y a une bonne synthèse justement du liquide synovial, et du coup c'est aussi un facteur de santé. Après il n'y a pas de corrélation entre justement je pense qu'il y a eu des études, j'ai plus les dates exactes et les noms, mais qui montraient aucune corrélation entre justement le craquement des doigts pendant une longue durée et les risques d'arthrose. Donc finalement il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, moi le seul truc que j'avais trouvé peut-être qui pouvait contre-indiquer le fait de craquer ses doigts, c'était la réduction de la force de préhension. Okay. C'est-à-dire qu'on n'observe effectivement pas de développement d'arthrose supérieur dans des groupes qui auraient cette habitude-là. Mais par contre, si on teste la force de préhension, on remarque qu'il y a des petits déficits. Donc c'est peut-être la seule chose qu'il faudrait retenir de cette habitude-là, c'est qu'effectivement, si on met bien en avant le fait que chaque articulation est lubrifiée, qu'il y a de la synovie dedans, et que des bruits associés à l'activité de circulation sont normaux. Il faut retenir aussi que des fois, ce genre d'habitude peut avoir des atteintes sur la force de préhension. Mais encore une fois, c'était pas significatif au point de dire attention, vous allez porter vraiment atteinte à vos capacités en faisant ça. Mais c'était la seule chose qu'ils ont notée dans les différentes choses qu'ils ont testées quand ils ont fait des groupes tests.
Ok. Donc voilà pour l'arthrose. Donc si jamais vous entendez des gens qui vous disent que craquer ses doigts ça donne de l'arthrose, vous les ramènerez à ça, ou alors vous leur expliquez directement. Ça pourrait être intéressant. Pour la créatine qui rend chauve. Ça, en fait, cette idée-là, c'est intéressant de voir comment une idée se propage très très vite. Il y a une étude qui est revenue sur ça, sur différentes idées reçues sur la créatine. Je mettrai le lien en description. Et ils expliquent que justement, cette idée reçue-là vient d'une seule étude qui a été réalisée par Van der Merwe, je crois, quelque chose comme ça. Qui avait étudié des rugbymen, et en fait dans ce groupe ils ont observé une hausse significative de la DHT, de la dihydrotestostérone. Et donc la DHT c'est associé du coup à la testostérone, et ça va se si je dis pas de bêtises, ça va se placer sur l'activité, enfin c'est en lien avec l'activité des follicules pileux, et ça réduit du coup la taille de ces follicules, et donc c'est associé à la calvitie, du coup la perte de cheveux. Donc ils ont fait ce raccourci-là, et de là est partie cette idée reçue que la créatine pouvait rendre chauve. Alors il y a d'autres papiers qui sont revenus dessus, qui ont essayé de creuser pourquoi, si effectivement il y avait une hausse de la testostérone et du coup de l'activité de cette DHT associée à une prise de créatine. Et en fait, non, pas du tout. Donc même globalement, en fait, il n'y a pas de hausse de la testostérone associée à la prise de créatine. Donc cette idée reçue, elle part de pas grand-chose. On peut vous mettre aussi le lien de l'étude qui a été faite sur les rugbymen pour que vous creusiez ça. Mais donc, encore une fois, ça vient d'une association d'idées, peut-être d'une piste qui a été ouverte à l'issue d'une étude qui était intéressante, mais ce serait intéressant de comprendre comment cette idée reçue est devenue aussi populaire, alors que finalement elle n'était pas fondée à tel point. Peut-être ça remonte à une époque où la créatine n'était pas encore trop étudiée, du coup on s'accrochait à ce genre de détails. Enfin, globalement, il y a la créatine, si je vous partage la première étude dont je vous ai parlé, vous verrez qu'il y a énormément d'idées reçues associées à ce produit-là, et que finalement toutes sont infondées. Donc globalement, enfin encore une fois, on dit beaucoup, on fait pas fait pas partie d'un lobby de créatine ou je sais pas quoi, mais la créatine, c'est recommandé en fait pour tout le monde, même pour les gens qui font pas de sport de force. Donc n'hésitez pas à creuser ça. Je sais pas si tu avais des choses à ajouter par rapport à ça. Non, moi j'avais vu même qu'au contraire, parce que généralement c'était aussi associé à cette corrélation entre justement la prise de créatine et la hausse de testostérone. Où finalement, comme tu le disais, la dihydrotestostérone, en gros, c'est juste un dérivé justement de la testostérone libre, du coup, par une enzyme spécifique. Et du coup, en fait, comme tu l'as dit, finalement, c'est en gros cette dihydrotestostérone, elle va se fixer sur les récepteurs adrénergiques au niveau des follicules pileux, et ça va créer, en fait, ce que j'avais vu, un mécanisme d'accumulation de sébum. Et en fait, ça va empêcher un petit peu le renouvellement de ces follicules pileux, et finalement, ça va créer justement la perte de cheveux progressive. Et c'est vrai qu'en fait, on avait remarqué qu'il n'y avait pas de corrélation entre justement la prise de créatine et l'augmentation de testostérone. Il y avait même justement l'inverse, c'est qu'il y avait une prise de créatine, et je me souviens qu'à la fin d'une étude, ils avaient remarqué que même les taux de testo et de dihydrotesto, ils avaient même baissé. Donc en fait, finalement... Parce que ça s'était régulé. Ouais, voilà, tout simplement. Enfin, je crois même que c'était par rapport au fait qu'il y avait eu un moment une hausse un petit peu de testostérone, mais ils avaient remarqué que c'était pas assez significatif pour justement amener à ce phénomène-là. Donc finalement, c'est une idée qui a été écartée. Ouais, voilà pour donc la créatine qui rend chauve. Là, on va parler du coup de l'appréhension des blessures, peut-être, avec le fameux flex au niveau du coude ou des cuisses. C'est un conseil qui revient souvent, par exemple sur les curls biceps, du coup, pour travailler les fléchisseurs du bras, ne pas aller en amplitude complète, éviter de tendre le bras, en fait, de verrouiller le coude. Et pareil pour les cuisses, sur la presse à cuisse, éviter de tendre les jambes. C'est toi qui tenais à parler de ça. Je sais pas ce que tu voulais mettre en avant. En fait, ça d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient aussi. Je pense que c'est vrai que ça a été véhiculé pendant très longtemps par des entraîneurs de body, notamment, j'ai l'impression, mais
Je sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est vrai que théoriquement, je comprendrais pas forcément pourquoi, parce que généralement, justement, la fin d'amplitude au niveau justement articulaire, comme on le sait, je pense qu'on l'avait déjà évoqué, parce qu'on sait qu'au niveau justement de la capsule articulaire, il y a énormément de mécanorécepteurs, donc ça facilite justement l'aspect proprioceptif et du coup l'afférence que vous allez pouvoir créer justement au niveau du système nerveux central, et donc les échanges nerveux, de messages nerveux et de fréquences de décharge de l'activation motrice, pour justement faciliter aussi la perception interne du corps dans l'espace, donc finalement la proprioception. Et justement, cette capsule, elle est stimulée aussi lorsque justement on a une amplitude complète, lorsqu'on a des amplitudes aussi différentes, par exemple sur des plans différents, donc comme on l'avait déjà expliqué, sur le plan frontal par exemple, sur les abductions-adductions, sur le plan transversal aussi, transverse, donc avec les rotations par exemple. Donc c'est vrai qu'en termes de santé articulaire, et pour faciliter aussi justement la perception interne justement du placement d'une articulation dans l'espace, c'est déterminant. Donc finalement, ce serait contre-productif de conseiller cette chose-là. Donc après, pour l'argument blessure, comme on le sait, c'est constamment relié à une certaine contrainte par rapport à la capacité. Donc finalement, si on arrive à amener de la progressivité par rapport à ces amplitudes-là, il n'y a aucune raison. Et finalement, les tissus, même passifs, s'adaptent, donc même osseux. Donc dans tous les cas, il n'y aura aucun problème. Ouais, encore une fois, je pense que si on en parle, si c'est intéressant d'en parler là aujourd'hui, c'est d'essayer de casser un petit peu, de détruire cette peur qui peut être véhiculée par rapport à ça. Parce que, comme on le dit souvent, une peur, c'est aussi un bon moyen de créer un terrain favorable à la blessure. C'est-à-dire qu'avoir de l'appréhension sur un mouvement, ça augmente les risques d'avoir des soucis en rapport avec ce mouvement. Donc, pour la presse à cuisse et pour les coudes, moi je pense que c'est juste de l'ordre pratique. Y a des gens qui maîtrisent pas bien ces amplitudes-là et qui, quand ils y vont, ils ont des douleurs. Encore une fois, ils relient beaucoup la douleur au fait de se blesser. Alors la douleur, c'est un bon outil, hein, on l'a déjà dit. C'est un bon feedback que nous donne le corps, mais c'est pas le seul indicateur qu'il faut prendre en compte pour réaliser ces mouvements. Donc essayer de prendre ces signaux-là avec des pincettes. Le flex au niveau du coude, comme on peut l'entendre, je pense il y a des gens qui disent que biceps court, c'est du coup biceps plus tendineux, c'est un biceps qui va avoir plus de risque de blessure si jamais on va en fin d'amplitude. Et ouais, ce que j'ai lu en préparant cet épisode, c'est des coachs qui disaient que le tendon, vu que c'est pas une structure contractile, si on met trop de contraintes dessus, ça va forcément lâcher. Alors bon, c'est un peu un raccourci, hein. Faut rappeler que le tendon il est inscrit dans une chaîne. Dont le muscle fait partie, c'est-à-dire que en fin d'amplitude, donc à la vidéo pour ceux qui regardent, si on tend le bras, c'est pas seulement le tendon qui va agir, il y a forcément le muscle qui entre en compte. Donc même si les contraintes appliquées sont supérieures, encore une fois, c'est juste à adapter en fonction de vos capacités à vous. Donc faut pas faire le raccourci que en fin d'amplitude il y a que le tendon qui travaille, parce que c'est pas vrai. D'autant plus que généralement ça va être l'activité justement tendineuse, elle va être beaucoup plus reliée à la vitesse gestuelle, donc à la capacité justement à créer beaucoup de vitesse en fin d'excentrique, donc finalement sur le processus un petit peu d'emmagasinement et de restitution d'énergie élastique, plus que sur l'amplitude. Donc ça peut être un facteur, mais ce sera jamais uniquement le tendon qui sera mis en jeu lorsque vous avez une amplitude importante. Donc il y aura forcément un équilibre. Après justement, il faut essayer justement de travailler cet équilibre et de parfois jouer sur les tempos en fonction justement de ces jonctions myotendineuses. Mais généralement, si vous arrivez à mettre un travail assez progressif et assez construit, il y aura aucun problème. Ouais, et puis sinon pour la presse à cuisse, je pense que c'est juste la peur de se retourner les genoux, hein, se retourner les jambes. Hein. Ouais. Ces vidéos populaires, des vidéos un peu choc, où on voit des gens qui à la presse mettent pas forcément très lourd, hein, mais s'amusent en fait à claquer le genou, en fait à tendre le genou très fort, et juste à la vidéo on peut pas expliquer pourquoi ces gens-là se retrouvent à se retourner les jambes, mais donc ils vont très vite dans l'amplitude maximale et se retrouvent à se retourner les genoux. Et donc la peur pour se protéger de ça, le conseil qui est mis en place, qui est partagé pour se protéger de ça, c'est garder toujours les jambes un peu fléchies et ne jamais aller dans l'amplitude complète.
Encore une fois, il faut juste s'entraîner à aller dans l'amplitude complète et vous verrez qu'il n'y a pas de contre-indication à ça, que le risque... Le risque zéro n'existe pas, le risque existe toujours, mais qu'il n'y a pas de raison que vous retournez les jambes. Enfin, quand vous tenez debout et que vous avez les jambes tendues, vous n'avez pas peur que d'un coup la jambe se retourne. Bon, même si la contrainte appliquée n'est pas la même, il faut voir jusqu'où vous chargez votre presse à cuisse. Mais enfin, votre jambe est faite aussi pour résister quand le genou est verrouillé. Donc faut reprendre un petit peu confiance par rapport à ça et se dire que le mouvement, si on met en place la bonne surcharge progressive, on peut progresser dessus en gardant des amplitudes complètes. Ouais. Ok, il y en a un petit là sur les protéines en poudre qu'on peut aborder brièvement. Je sais pas si tu as envie de creuser ça, moi. J'ai l'impression d'en parler souvent, mais en fait, il y a des gens qui ont peur de prendre des protéines en poudre parce qu'ils pensent que ça va causer des problèmes aux reins. Il me semble qu'on en a parlé avec Nancy d'ailleurs dans l'épisode 8. Ouais. Mais du coup, on revient dessus. Ouais, bon, on va revenir dessus un petit peu assez rapidement. Mais en gros, je sais pas non plus comment ça a été véhiculé cette histoire. Alors moi j'ai une petite théorie. Ok. C'est parce qu'en santé, quand on a des pathologies rénales, ce qu'on a tendance à faire, c'est passer en hypoprotidique. Ouais. Pour éviter de solliciter trop les reins, justement. Ouais, peut-être que on s'est amené à faire ça. Donc ils ont fait du sein. Ouais, ils sont allés dans l'inverse et ils se sont dit du coup les protéines posent des problèmes. Ouais. En fait, on va essayer de faire un petit point global. En gros, on a remarqué que généralement, c'est surtout relié au taux de conversion et à la dégradation des protéines au sein du corps. Physiologiquement, en gros, ce qui va se passer, c'est que, pour ceux qui aiment bien, c'est que, vous le savez, il y a un groupement amine qui est au niveau des protéines et aussi un acide carboxylique. Et en fait, ce groupement-là, il va être entre guillemets isolé, ce qui va créer du coup de l'ammoniac. Donc c'est NH3. Et en fait, ça, c'est une substance qui est neurotoxique. Et en fait, finalement, il y a plusieurs processus que le corps met en place pour justement éliminer ou convertir cette chose-là pour finalement éliminer cette substance toxique. Donc ce qui va se passer, c'est que soit il va y avoir l'ammoniogénèse ou soit l'uréogénèse. Et en gros, ce qui se passe, c'est tout simplement, on va convertir au niveau hépatique, donc au niveau du foie, cet ammoniac en urée. Du coup, c'est une substance qui n'est pas toxique et finalement qui va être éliminée. Et en fait, on a remarqué qu'en fait, la capacité d'uréogénèse vraiment au niveau hépatique, la limite supérieure, c'était aux alentours de 3,5 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc, c'est assez costaud. C'est une quantité de protéines que je pense personne n'a, entre guillemets. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu. Et c'est à partir de ce seuil-là qu'on remarque que finalement, pour convertir et finalement éliminer l'ammoniac, ça va être beaucoup plus compliqué au niveau hépatique. Donc finalement, il y aurait potentiellement une atteinte au niveau rénal et finalement des conséquences un petit peu négatives par rapport à ça. Mais du coup, ce seuil-là, pour l'atteindre, c'est je sais pas ton avis. Mais ouais, non, pour avoir des ordres de grandeur, faut se dire que la population normale, on recommande d'être à 0,83, il me semble. 0,83 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et que c'est pas facile d'atteindre ces quotas-là déjà, dans une alimentation normale pour des gens qui mangent pas beaucoup, c'est déjà conséquent. Et les sportifs, les fameux 1,6, on y revient souvent. Mais ça va jusqu'à 2. On entend même 2,2. 2,2 dans la limite supérieure, mais j'ai jamais vu au-delà. Ouais, c'est ça, donc 3,5, je pense. Ouais, non, je pense que c'est compliqué à atteindre, donc c'est pour ça faut dissocier du coup cette idée des protéines en poudre, parce que là du coup on parle des protéines globales, du macronutriment, de la molécule globale. Bien sûr. Donc c'est pas les protéines en poudre en elles-mêmes qui causent ces problèmes-là. Le problème, c'est que c'est avec ces protéines-là qu'on peut y arriver plus facilement. C'est ça. Parce que du coup, atteindre ces fameux 3,5 grammes par kilo de poids de corps, c'est plus facile de les atteindre avec des protéines en poudre. Donc voilà, encore un petit raccourci qui a été fait. Faut essayer de remettre les gens en confiance par rapport à ça, parce que je dis pas qu'on tend vers un monde où on aura tous besoin de protéines en poudre, mais faut vraiment remettre au centre des conversations l'importance de ce macronutriment, et pas seulement pour les sportifs. Les protéines, c'est de plus en plus cher.
Et il y a des gens qui négligent ça malheureusement, alors que ça présente des bienfaits pour la santé trop importants. Donc faut s'intéresser aux protéines en poudre et réussir à véhiculer à transmettre de bons discours par rapport à ça, pour que peut-être les gens qui en ont besoin réussissent à franchir le pas. Petit point pour l'haltérophilie. Je pense il y a beaucoup de sports sur ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire l'haltérophilie, qui pensent que c'est dangereux, en fait, qu'on peut plus se blesser sur ça. Donc encore une fois, faut couper ces fausses idées-là. En fait, faut essayer de couper cette peur. Après, je crois qu'on a des chiffres peut-être différents, parce que toi, je me souviens, tu avais annoncé d'autres chiffres, mais moi, de ce que j'avais vu, c'était, je crois, une étude de 97 qui avait suivi plus de 60 participants sur quelques années, je crois, ou même quelques mois, et ils avaient remarqué, entre guillemets, que pour 1000 heures de pratique, il y avait un taux de 3,3 blessures pour 1000 heures de pratique, donc c'était vraiment pas grand-chose en soi. Et ce que j'avais aussi trouvé d'intéressant, après c'est un peu relié à l'épisode de la semaine dernière, c'était surtout par rapport au niveau des ligaments croisés antérieurs, même collatéraux. On avait remarqué qu'il y avait une augmentation beaucoup plus importante par rapport à un individu sédentaire. Et donc, je crois même que ça doublait en termes d'épaisseur au niveau vraiment structurel. Donc en fait, finalement, on remarquait que déjà, les tissus s'adaptaient, et finalement, qu'il y avait quand même une capacité de travail au niveau structurel qui était plus importante. Donc finalement, c'est encore relié au principe. Tout dépend de la progressivité et de la structure de l'entraînement, mais finalement, il n'y a aucun souci. Salut Jade. Ouais, j'ai à peu près les mêmes chiffres, mais je me souviens plus des valeurs qu'il y avait pour le football, mais c'était ça qui était intéressant de mettre en relation. Il me semble que le football, c'était... faut que je ressorte les chiffres, faut que je remette les études en description. Mais c'était beaucoup plus important. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on se rendait compte que le foot, pour 1000 heures de pratique, il y avait beaucoup plus de blessures que pour l'haltérophilie, parce qu'on se retrouve dans un cadre qu'on ne maîtrise pas. Alors qu'il y a des sauts, il y a des courses, il y a une confrontation à un adversaire. Donc ça augmente les risques de sortir du cadre dans lequel on est entraîné et habitué. Alors qu'en haltérophilie, on fait toujours le même mouvement. Et on s'entraîne à faire ce mouvement-là de mieux en mieux. Donc évidemment, il y a de la charge. Mais cette peur-là, faut réussir à la rationaliser un petit peu. Quand on débute en haltérophilie, on n'arrache pas à 100 kilos à sa première séance. Et si on en est capable, peut-être qu'il y a des risques qu'on se blesse parce qu'on n'est pas... finalement, on est fort, mais peut-être pas adapté à ce mouvement-là. Mais en général, on n'est pas... notre corps est relativement équilibré. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'on soit capable de mettre 100 kilos sur notre tête, mais que notre corps ne soit pas capable de résister à ces contraintes-là. Donc, dites-vous que l'haltérophilie, même tous les sports, tous les entraînements résistants, c'est les meilleurs sports pour progresser. C'est-à-dire qu'on peut ajouter un petit peu de poids en fonction de nos capacités. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on peut ajouter du poids. Et donc, on n'est pas obligé de faire un 0 à 100 sur la première séance. Je dis les entraînements en résistance, mais non, du coup, la gym et le street workout, c'est plus compliqué. Là, directement, on compose avec son poids de corps, donc là, c'est plus exigeant. Mais donc, l'haltérophilie, c'est super confortable. On peut commencer avec rien, on peut travailler au bâton. Tout le monde est capable de soulever un bâton. Normalement, on est capable de soulever un bâton au-dessus de la tête. Donc, faut s'y essayer, et il y a des gens qui découvrent ça, qui se rendent compte que c'est plus stimulant que la musculation, et que finalement avoir une barre lourde au-dessus de la tête, c'est pas si impressionnant que ça. Et puis, en vrai, on le répète, mais faut pas oublier que la prévalence de blessures, on sait que le modèle maintenant n'est plus réduit à simplement l'entraînement. On sait que ça respecte, même si c'est un petit peu remis en cause, mais on sait que ça respecte vraiment le modèle biopsychosocial. Donc finalement, il y a tout l'environnement autour de l'athlète qui impacte un petit peu sa capacité de travail. Donc c'est pas forcément toujours la charge, parce que parfois vous pouvez avoir une charge de travail que vous maîtrisez complètement, mais en fait je sais pas, durant votre semaine par exemple, vous avez beaucoup plus de stress, vous avez traversé peut-être des épreuves beaucoup plus compliquées que d'habitude, et finalement votre capacité de travail va fluctuer par rapport à ça, et finalement des fois vous vous exposez potentiellement un petit peu plus à des risques et des problématiques par rapport à ça. Mais du coup il faut
pas non plus faire le raccourci, se dire ok je me suis par exemple blessé sur l'épaulé jeté, c'est l'épaulé jeté qui est dangereux. Il faut se dire que c'est juste un schéma de mouvement et par rapport au segment et à la capacité de travail actuelle, essayer d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé en amont et en aval même, pourquoi pas. Essayer d'analyser ça et de se dire ok potentiellement je me sentais peut-être plus fatigué, plus stressé, plus triste, il y avait le côté aussi émotionnel, je me sentais peut-être isolé et peut-être que ça a participé aussi peut-être à une implication un petit peu moins importante et une capacité de travail réduite et finalement je me suis retrouvé sur une charge que je maîtrisais et je me suis retrouvé à potentiellement avoir une problématique, mais du coup c'est plus ça qui a créé un petit peu cette conséquence là. Du coup c'était un peu la cause et pas forcément le mouvement, c'était le mouvement en fonction du contexte et pas l'inverse. Donc il faut juste remettre en contexte à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ça peut paraître chiant, hein, mais le contexte, quand on le décrit comme ça, c'est le plus important. Ça paraît abstrait en fait quand on décrit des situations comme ça sans y être vraiment confronté, ou qu'on a des exercices avec des cas pratiques, etc. Mais ce qui va faire la différence, c'est de réussir à gratter des petites informations à droite à gauche pour essayer d'avoir le contexte le plus complet possible. Donc c'est ça. Important de remettre ça en avant. Donc l'haltérophilie foncée, c'est un trop bon sport. Il nous en reste 2. Ouais. On a le temps de les faire en vrai. Ouais. Bon, alors, ce que j'ai écrit, c'est pour éviter de me blesser, je peux mettre une ceinture de force et des genouillères. Bon. Non, encore une fois, c'est un facteur externe. Donc finalement, comme on parle souvent de capacité de travail, généralement ce qui va permettre un petit peu de se protéger entre guillemets, même si j'aime pas trop ces termes de prévention de blessures, mais ce qui va permettre potentiellement d'augmenter un peu la capacité de travail, ça va être justement essayer de travailler la capacité interne, donc au niveau structurel, et finalement ça aura aucun impact sur ça. Ça va juste être des outils qui vont permettre une optimisation du mouvement, donc potentiellement soit de plus de stabilité, soit même des feedbacks kinesthésiques, donc au niveau sensitif, et donc ça va permettre potentiellement une perception interne des segments dans l'espace peut-être plus importante et plus intéressante, mais du coup ça reste de l'optimisation. En termes de prévention au niveau structurel, ça aura aucun impact, donc voilà. Ouais, c'est ça, ça rend le mouvement plus facile. Ouais. Ça permet de créer un cadre encore plus restrictif et donc s'assurer de rentrer dans le cadre le plus précis possible et du coup le plus reproductible, donc de s'entraîner dans les mêmes conditions à chaque fois. Et puis faut vraiment voir ça comme des outils à la performance, hein. Et même j'aime bien dire ça aussi, surtout pour la ceinture, ce sont pas des outils passifs. Quand vous les mettez, c'est pas je mets la ceinture et il y a 20 kg plus au squat. C'est un petit peu plus compliqué à appréhender que ça, et il y a des gens qui mettent plusieurs blocs d'entraînement à s'y adapter. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Le bracing, c'est un peu particulier en vrai, comme manipulation, mais c'est ça qui permet d'utiliser la ceinture. Même c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La ceinture permet de donner un feedback sur son bracing. C'est-à-dire que l'intensité de ton bracing, tu le sens pas forcément sans ceinture, alors que dès que tu mets ta ceinture, tu as directement un retour sur la qualité de ton bracing. C'est pour ça que la ceinture, de manière passive, c'est pas utile. C'est vraiment pas utile. C'est simplement placebo. Et encore, non, pire, ça peut pousser les gens à aller au-delà de leur capacité, à aller plus dur dans l'effort sans forcément qu'il y ait de réels changements. Donc ça peut être dangereux dans ce sens. Donc vraiment faire attention à bien appréhender ces outils-là. Petit dernier, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais quand on regarde du vieux contenu sur la musculation, on peut tomber sur ce genre de conseils. Le développé nuque et le tirage nuque. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi du coup je pense que c'est j'ai essayé aussi de remonter un petit peu à la source de ça, et je pense que c'est relié à cette peur un petit peu, parce que c'est vrai que moi pendant longtemps j'avais
retrouver beaucoup ça dans les ouvrages par rapport justement à la contrainte qui peut être appliquée au niveau de l'espace sous-acromial. Donc finalement, c'est l'espace entre l'acromion et l'épiphyse proximale de l'humérus. Donc en gros, c'est le début de votre humérus qui est en jonction avec l'épine, pas l'épine de la scapula, mais entre guillemets, c'est un peu ça. La glène. Ouais, la glène, voilà. Et finalement, en fait, il y a le tendon supraépineux qui traverse cette jonction, et finalement en fait on s'est rendu compte qu'à partir de entre 60 et 120 degrés de flexion justement d'épaule, donc d'antépulsion, c'est lorsque votre bras il est au-dessus de la tête finalement dans le plan sagittal, en fait il y a eu potentiellement des contraintes qui étaient plus importantes au niveau du tendon, et du coup ça crée parfois potentiellement certaines douleurs, mais encore une fois c'est au niveau anatomique il peut y avoir des variations, et il peut y avoir des personnes qui sont potentiellement plus à risque par rapport à ça, mais encore une fois c'est encore une question justement de mobilité, de travail articulaire spécifique autour de ça, et du coup c'est pas du tout en soi contre-indiqué. Après il y avait aussi l'argument je l'avais vu ça surtout dans la Bible de la préparation physique, qui décrivait un petit peu le fait que c'était pas une position naturelle, surtout pour le tirage nuque. Donc généralement il disait que le pattern naturel et intuitif de l'homme pour le tirage, c'était justement en ayant une flexion d'épaule qui était plus orientée sur le plan antérieur plus que postérieur. Bon, je trouvais l'explication un petit peu évasive et très vague, donc c'est pas un argument pour moi qui est assez solide. Donc moi, en tout cas, à ma connaissance et au vu de la littérature, j'ai pas vu de contre-indication particulière par rapport à ça. Encore une fois, c'est une question de capacité, donc voilà. Ouais, moi je mettais ça en avant parce qu'on le voit beaucoup en haltéro. En haltéro, c'est des mouvements qui sont très pratiqués parce que nécessairement, il y a beaucoup plus de mouvements overhead, donc au-dessus de la tête. Et beaucoup de travail à partir de la nuque. Le tirage nuque est un peu moins populaire que le développé nuque, mais le développé nuque, on peut le voir debout, on peut le voir en deep squat, on peut même voir du développé militaire en deep squat. Ça, c'est des positions front squat, développer la barre au-dessus de la tête, ça c'est un exercice que les haltéros aiment bien, parce que c'est des contraintes que forcément vous avez pas idée. Faut essayer pour s'en compte, c'est un enfer. Mais en fait, c'est des mouvements de renfort intéressants à contextualiser. Évidemment, si vous voyez ça en salle de musculation, vous pouvez poser la question, est-ce que le type sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur moyen de développer ses grands dorsaux ou quoi que ce soit? Vous pouvez discuter, mais allez pas pointer du doigt tout de suite cet exercice en disant que c'est un mauvais exercice. On entend aussi que c'est mauvais pour du coup plus globalement la coiffe des rotateurs, etc. C'est pas vrai, c'est pas il y a pas de risque pour ça en fait. Encore une fois, c'est si vous êtes habitué à toujours tirer devant vous en tirage, et que d'un coup on vous propose de tirer en nuque et que vous gardez les mêmes charges, vu que c'est pas la même position du coude dans l'espace, qu'on n'est pas dans les mêmes degrés de flexion pour l'épaule, il se peut que ça applique des contraintes très élevées à d'autres tissus, tissus qui ne seraient pas adaptés. Donc encore une fois, c'est qu'une question d'entraînement, d'habitude et de surcharge cohérente. Donc il n'y a pas de contre-indication à ça. Mais si on doit recommander cet exercice, je dirais que à part pour les haltérophiles, l'intérêt est relativement est réduit, on va dire. La position elle est jamais très confortable, c'est-à-dire que les gens ont du mal à mettre lourd, à appliquer une grosse contrainte du coup. Donc et puis même pour le tirage nuque, entre guillemets, d'un point de vue vraiment hypertrophie, généralement comme les gens ont quand même une capacité en antépulsion qui est un peu limitée, généralement ça va changer un petit peu le pattern scapulaire et ça va limiter un petit peu la rétraction que l'on pourrait chercher potentiellement sur un tirage poitrine, tout simplement, pour vraiment viser les rhomboïdes trapèzes moyens par exemple, et du coup ça va potentiellement amener un bras de levier interne au niveau des groupes musculaires spécifiques qui va être moins intéressant, et du coup un désavantage mécanique, du coup une tension mécanique peut-être inférieure que sur un tirage dans une position différente. Donc ce serait pas forcément intéressant, mais ça va pas forcément être lié à un risque potentiel de blessure, ça va être plus relié à une optimisation justement de la biomécanique spécifique de l'individu, quoi. Ouais, voilà.
Donc si vous voulez faire cet exercice et si vous continuez, si vous l'aimez, si vous voulez continuer à le faire, allez-y. Encore une fois aussi, ça dépend de votre mobilité. Moi, je m'en sors de mieux en mieux. Quand je fais un développé nuque, les gens se disent pas ah lui il est en train de se faire mal aux épaules, alors qu'il y en a peut-être qui sont un peu plus tordus dans tous les sens, qui donnent l'impression d'être moins à l'aise. Eux peut-être ils ont une mobilité moindre et ça donne pas envie de faire cet exercice, ou alors ça donne pas confiance en cet exercice. Mais si vous avez la mobilité il y a des exercices un peu fous que vous serez capable de faire et qui peuvent être intéressants sur votre pratique. Moi développer nuque, je commence à aimer ça. Ouais, moi aussi en vrai je le pratique. Bah écoute, on a fait un bon épisode là. On espère que ça vous a plu. On va essayer de reprendre d'autres sujets un peu plus FA, un peu plus sport de force sur le street aussi. D'ailleurs, il y a Sheffield qui arrive bientôt. Là, on enregistre, on est jeudi. C'est samedi Sheffield. C'est une compétition de fou. On fera peut-être des petits retours dessus pour voir ce que cette compétition dit, si jamais il y a des évolutions dans la FA qui se laissent transparaître. On a d'autres idées de sujets, mais évidemment, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à le dire, à partager. Ça peut être intéressant de voir ce qui vous intéresse. Et si cet épisode vous a plu, bah pareil, hein. Un maximum de retours dans le chat, que ce soit sur YouTube, sur les podcasts ou sur le compte Insta de l'émission directement. Nous, on va vous laisser là. Peut-être au prochain épisode, on aura un invité. Mais encore une fois, ça demande de l'organisation, donc on promet rien. Mais sachez qu'on continuera toujours à proposer du contenu parce que ça nous fait kiffer. Donc merci à vous de nous suivre et de nous encourager dans ça. Salut les gars. Ouais, salut les gars.